Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le Mali n'entend pas monnayer sa dignité ni sa coopération, même si l'Union européenne est un partenaire au développement, a renchéri le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, lors d'une conférence de presse hier concernant l'accord signé entre le Mali et l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue des Maliens de l'extérieur ont co-animé une conférence de presse ce lundi 19 décembre pour démentir la signature de l'accord de réadmission des Maliens migrants entre le Mali et l'Union européenne. Amadou Kamara et Fatoumata Doumbia. Cette conférence de presse a permis aux deux ministres maliens de démentir catégoriquement tout accord de réadmission des déboutés du droit d'asile des migrants maliens avec l'Union européenne à la suite d'une déclaration controversée de la diplomatie néerlandaise qui avait dû clarifier ses propos. L'Union européenne, dans ce cadre, est un des partenaires du Mali dans le cadre de ce dialogue sur la migration. Mais je vais être très clair pour commencer. Très clair parce que pour dire que même si l'Union européenne est un partenaire du Mali, le Mali n'entend pas monnayer sa coopération. Le Mali n'entend pas monnayer sa dignité. Le Mali entend encore moins monnayer le sort de nos compatriotes ici et à l'étranger pour des besoins mercantiles ou des besoins de développement. C'est dans ce contexte que nous avons appris le 11 décembre par voie de presse que le Mali a signé un accord de réadmission de nos compatriotes avec l'Union européenne. Ce qui fut une surprise totale. Totale en ce sens que le chef de l'État, le Premier ministre, nous-mêmes, l'ensemble du gouvernement ont appris par la voie d'une presse internationale que notre pays s'est engagé dans cette voie. En effet, le ministre néerlandais des Affaires étrangères avait fait état de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et le Mali sur le retour des demandeurs d'asile refusés lors d'une visite du chef de la diplomatie des Pays-Bas, M. Bert Koenders, à Bamako le 11 décembre dernier. Mais l'objet de la visite déjà n'était pas de venir signer un accord à Bamako. Et vous savez que pour signer déjà un accord, il faut le négocier. Nous pensons par plusieurs phases jusqu'à arriver à la phase de signature qui est une phase ultime où toutes les autorités compétentes auraient été saisies, auraient donné leur accord. Donc c'est quelque chose qui est préparé. De cette visite, à aucun moment dans la préparation de cette visite, il n'a été question de négocier ou même de signer un accord. L'objet, c'était de poursuivre le dialogue et de pouvoir renforcer les points d'entente entre les parties. Donc ça permet de comprendre déjà comment les parties ont évolué en entrant dans cette discussion. Le 15 décembre, parce que nous avons attendu quelques jours pour voir comment la situation va évoluer, le 15 décembre, voyant les mois que cela a créé et la confusion que cela a créé au Mali et au sein de nos communautés vivant à l'étranger, nous avons publié un communiqué exigeant de l'Union européenne et des Pays-Bas un démenti officiel. Les diplomates de ces pays ont été contactés pour pouvoir fournir ça, parce que la question est partie de là. Et ils doivent pouvoir contribuer, parce que nous sommes des partenaires. Il faut établir les choses, parce qu'on ne peut pas se surprendre entre partenaires. Donc les choses doivent être absolument claires. Le ministre malien des Affaires étrangères avait vigoureusement démenti le lendemain en renvoyant au communiqué conjoint publié au terme de la rencontre en soulignant que dans ce texte, nulle part, il n'a été question de signature d'un quelconque accord qui permettrait d'expulser nos compatriotes en situation irrégulière en Europe. Le ministère des Affaires étrangères, sous mon autorité, a aussitôt immédiatement diffusé un démenti. Un démenti qui a été superbement ignoré par la presse internationale. Merci à la presse malienne qui s'en est fait l'écho. Heureusement qu'elle était là au moins. Donc, que s'est-il vraiment passé pendant cette visite du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas? Cette visite, il faut le rappeler,
se situe dans le cadre d'un dialogue de haut niveau entre l'Union européenne et les pays africains, surtout à la suite du sommet de la Valette, qui est le premier sommet qui a réuni les chefs d'État africains avec les chefs d'État européens pour trouver ensemble des solutions à la problématique de la migration. Et quand cela a été fait, sur la base vraiment que nous avons demandé ce démenti, parce que pour nous, encore une fois, aucun accord n'a été signé. Je le dis, je le répète, aucun accord n'a été signé avec l'Union européenne, ni accord de réadmission, ni accord de refoulement, ni aucun accord permettant à une partie, à un pays ou à une institution de pouvoir refouler nos compatriotes en situation irrégulière ici au Mali. Que dans ce débat sur la migration, ce n'est pas un débat théorique pour moi. Je suis fils de migrant. Je suis né moi-même migrant. Selon le ministre Diop, ce document n'a pas de valeur juridique d'un accord, a-t-il précisé au sujet du communiqué conjoint du 11 décembre, qui évoque succinctement l'accompagnement des retours d'Europe des personnes en situation irrégulière sur la base des procédures standards conclues entre les deux parties tout en respectant leurs obligations mutuelles. De son côté, le ministre Abdraman Sila a assuré qu'un tel accord ne sera jamais signé par le Mali. Le Mali ne se laissera pas faire, a-t-il conclu. La coalition malienne de défense des droits de l'enfant, COMAD, en collaboration avec Save the Children, a organisé une journée d'information et de sensibilisation à l'endroit des leaders religieux sur la problématique du mariage d'enfants au Mali. C'était ce mardi 20 décembre dans la salle de conférence de l'ONG Al-Farouk. Mohamed Sidibé. Dans le monde, une jeune fille est donnée en mariage chaque 2 secondes avant même d'avoir atteint la maturité physique ou émotionnelle requise pour devenir épouse ou mère. Les mariages d'enfants peuvent entraîner un cercle vicieux d'énormes handicaps dans chaque aspect de la vie d'une fille. C'est ce que les organisations de défense des droits des enfants, à travers la COMAD et Save the Children, tentent d'expliquer aux leaders religieux pour un changement de comportement. Il s'agit de l'éducation de la fille dans l'islam. Et comme il y aura les débats, comme il y aura des communications, on aura le temps d'en parler parce que tout simplement, le mariage précoce est un mal. Et quand on parle de mariage précoce, il y a des interprétations qui ont été données par-ci, par-là. Il s'agit de sauvegarder la fille et lui donner son droit, tout son droit. Parce que la fille a quand même le droit de son corps et il doit donner ça à quelqu'un qu'il a choisi. Et ça suppose que la personne sait déjà réfléchir, sait déjà aimer, sait déjà faire son choix. Avec comme objectif de contribuer aux efforts nationaux visant la promotion de l'abandon de la pratique du mariage d'enfants au Mali, cette journée a été l'aubaine pour les leaders religieux et aussi d'aborder les règles relatives à la question avec sérénité sur le plan religieux. L'éducation de l'enfant, sans distinction entre les enfants, les filles et les garçons, comme l'islam l'a demandé. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que chercher la connaissance est un devoir pour tout musulman et musulmane. Donc à partir de ces hadiths-là, on comprend que c'est tous les enfants qui sont concernés, que ce soit les filles et les garçons. Donc un parent ou bien un État ou bien une institution ne doit pas faire de différence entre l'éducation d'une fille et l'éducation d'un garçon. Puisque c'est l'intérêt de tout le monde, en commençant par la première pierre de la famille, de la société qui est la famille. Donc tout le monde doit s'impliquer, que tu sois imam, journaliste, autre chose, ça concerne tout le monde. Il y a une problématique d'abord, comme vous avez dit, presque c'est un tabou qui est le mariage précoce. Nous on comprend que beaucoup n'ont pas compris, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour faire l'éclairage sur la question. Il y a une différence entre sexualité précoce et le mariage précoce. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Le mariage, c'est sacré. Donc, celui qui envoie même sa fille de 20 ans, qui donne sa fille de 20 ans au mariage, sans une préparation, c'est comme tu as envoyé ton soldat au front, sans préparation, sans armes.
Donc à plus forte raison un enfant. Financé par Save the Children, dans le cadre de son projet Le mariage n'est pas un jeu d'enfant, la journée a été sanctionnée par des recommandations et points d'action. Toujours dans le cadre du Mawlud 2016, nous avons recueilli les impressions des personnalités présentes aux côtés du guide spirituel des Ansar à l'occasion de la cérémonie de bénédiction. Ils sont au micro de Kafouné Bachili. J'avoue que c'est très impressionnant. J'ai eu la chance d'être bien placé, comme vous avez pu le voir, et l'organisation est vraiment très bien faite, tout est très bien réglé. C'est vraiment très impressionnant, vraiment. Je trouve que l'effet qui est donné ici au Mali est très positif, parce que l'accent est mis sur chaque leader, sur le fait que tous les leaders sont des hommes de paix et pas des hommes de guerre. Je trouve que c'est l'image que l'islam doit avoir, qu'elle doit véhiculer. Ça a été prononcé à tort à l'encontre du Mali, mais il y a des gens très bien, il y a beaucoup de grands leaders qui font beaucoup d'efforts pour que l'islam retrouve sa vraie valeur. Oui, absolument. Ça va rester à jamais gravé dans ma vie, je ne m'attendais vraiment pas à vivre des choses pareilles. Ça fait plus de 20 ans que moi je participe au Mawlud. En tout cas, je suis très content parce que ce soir, Dieu merci, tout s'est bien terminé. Le cheikh a prodigué beaucoup de bénédictions. Et nous pensons vraiment que Dieu va nous aider à voir plusieurs Mawlud et nous prions Dieu que Dieu puisse aider le cheikh à continuer à poursuivre son œuvre et qui permet aussi à sa descendance de continuer à perpétuer ce qu'il a commencé. Que Dieu nous donne aussi la longue vie pour que nous continuions à les supporter et à les accompagner dans l'œuvre qu'ils ont commencé. Saluer tous les musulmans et tous les musulmanes, saluer tout le peuple malien parce qu'à l'occasion de cette fête-là qui est la fête de Mawlud, qui est la naissance et le baptême du prophète Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est une fête qui honore tous les musulmans, c'est une fête à l'occasion de laquelle on se retrouve pour faire les doigts pour le peuple malien, pour le pays et pour tout le monde. Et nous souhaitons longue vie à Cheikh Chérif Ousmane Madan Aïdara et à tous les Maliens. Nous sommes en deuil, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel au lendemain de l'attaque d'un camion sur un marché de Noël à Berlin ce lundi 19 décembre, faisant au moins 12 morts et 48 blessés. Une enquête a été ouverte par le parquet fédéral habilité à traiter les affaires de terrorisme. Aucune revendication pour l'instant. Commentaire Amadou Diara. Il était environ 20h lundi soir lorsqu'un semi-remorque noir a foncé sur la foule dans un marché de Noël très fréquenté en plein cœur du centre-ville commercial de Berlin. Le dernier bilan provisoire de la police fait état de 12 morts et d'une cinquantaine de blessés, dont 18 dans un état grave. Une investigation a été aussitôt ouverte par le parquet fédéral. Après l'attaque, un ressortissant polonais a été retrouvé mort par balle à la place du passager dans le camion selon le ministre régional du Brandebourg-Est, région voisine de Berlin. Il pourrait s'agir du chauffeur initial du véhicule qui venait d'Italie et aurait été volé pour perpétrer l'attaque. Les autorités allemandes ont mis la main sur un autre individu suspecté pour sa part d'être le conducteur qui a envoyé intentionnellement le camion dans la foule. Il aurait pris la fuite juste après son forfait avant d'être rattrapé grâce à un témoin qui l'aurait suivi. C'est un Pakistanais d'origine et demandeur d'asile qui nie toute implication. La chancelière allemande parle clairement ce mardi d'un attentat terroriste. Que c'est une attaque cruelle qui a fauché des vies. Plus de 40 personnes sont actuellement en train de lutter pour survivre dans les hôpitaux de Berlin et des environs. Je pense en ce moment aux morts, aux blessés, à leurs familles, à leurs amis. Et j'aimerais que vous sachiez que nous sommes avec le pays entier, nous et le pays entier sommes avec vous en ce moment, dans ces moments difficiles. J'espère que vous trouverez la force de poursuivre après cette épreuve très difficile. J'ai la plus grande confiance dans la police et les autorités pour éclaircir les circonstances de cette attaque. Car pour le moment, nous ne savons toujours pas exactement ce qui s'est passé. Nous devons imaginer que c'est une attaque terroriste. C'est quelque chose qui a été commis par
quelqu'un qui a le statut de réfugié en Allemagne. J'aimerais remercier tous ceux qui travaillent dur chaque jour, qui nous aident à gérer cette situation et la crise des réfugiés, qui travaillent pour leur intégration au quotidien. Après cette déclaration, Angela Merkel a réuni son conseil de sécurité, un organe qui se regroupe en cas de crise grave en Allemagne. Lors d'une conférence téléphonique, l'ensemble des ministres de l'Intérieur des différents Länder allemands ont parlé d'un état de guerre. Aucune revendication n'a été enregistrée après ce drame du marché de Noël de Berlin. Mais si la piste d'un attentat commis par un demandeur d'asile se confirme, l'extrême droite ne manquera pas d'exploiter ces différentes attaques pour en faire porter la responsabilité sur la chancelière Angela Merkel, accusée d'avoir ouvert les vannes aux réfugiés. L'actualité africaine hors de nos frontières nous amène ces jours en Gambie où Yaya Jammeh limoge son ambassadeur aux États-Unis. Au Gabon, Jean-Ping lance une mobilisation de 5 jours pour l'alternance. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Etienne Tshisekedi appelle à la résistance pacifique contre Kabila et en Afrique du Sud, la diaspora africaine manifeste contre les attaques racistes. Khadija Kité. Le président de la Gambie, Yaya Jammeh, a démis de ses fonctions son ambassadeur aux États-Unis selon nos confrères de la BBC. Yaya Jammeh n'a pas apprécié le conseil de son ambassadeur aux USA. Dans un courrier officiel, il avait demandé solennellement à Yaya Jammeh la semaine dernière de transférer sans délai le pouvoir au président démocratiquement élu Adama Barrow. Le diplomate gambien avait par ailleurs exhorté toutes les autorités, en particulier l'armée, à respecter la victoire de Barrow lors de l'élection du 1er décembre. Cheikh Omar Faye disait agir en bon citoyen pour le bien de sa nation, des propos qui n'ont pas été du goût de l'homme fort de Banjul au pouvoir depuis 22 ans. Jean-Ping poursuit sa campagne de la contestation de la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août dernier au Gabon. Celui qui se proclame président élu du Gabon ne manque d'ailleurs pas d'initiative en la matière. Lundi, il a lancé 5 jours de mobilisation pour l'alternance. C'était lors de l'ouverture de son dialogue national pour l'alternance. Syndicats, organisations religieuses, associations et autres ONG ont pris part à cette rencontre qui se tient avant celle annoncée par le pouvoir. L'opposant est notamment revenu au cours de la cérémonie sur le dossier qu'il a déposé jeudi devant la Cour pénale internationale en rapport avec les violences survenues au Gabon après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo. La situation est très tendue en RDC ce mardi alors que s'achevait hier 19 décembre le mandat du président Kabila. Après l'annonce des nouveaux gouvernements lundi soir, l'opposant historique Etienne Tshisekedi a appelé le peuple congolais à ne plus reconnaître le chef de l'État. Le président, accuse-t-il, s'est rendu coupable de parjure, de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution. En revanche, le président de l'UDPS s'est dit favorable à la poursuite des pourparlers engagés sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Etienne Tshisekedi a ainsi donné son accord au rassemblement principal plateforme de l'opposition formé autour de sa personne de poursuivre les ultimes négociations selon le calendrier fixé par les évêques. Suspendu samedi soir, c'est pour parler destiné à permettre l'instauration des régimes de transition politique associant la majorité sortante et l'opposition sont censés reprendre mercredi, conformément à ce qui a été annoncé par les évêques congolais reçus lundi par le pape François à Rome. Une manifestation contre la xénophobie s'est tenue ce lundi à Johannesburg en Afrique du Sud. Une cinquantaine de membres de la diaspora africaine ont protesté devant les bureaux du maire de la ville. Les manifestants veulent des excuses. Il y a 2 semaines, le maire de Johannesburg a créé la polémique avec une petite phrase sur les étrangers illégaux qui sont responsables de la criminalité dans le centre-ville. Pour ces manifestants, les propos d'Herman Machaba sont irresponsables dans un pays où les étrangers sont régulièrement victimes de violences. En 2008, plus de 60 personnes sont décédées lors de violences xénophobes à Johannesburg et à ce jour, quasiment aucune condamnation n'a été prononcée.
Dans le carnet santé d'aujourd'hui, Tata Touré nous donne d'amples informations sur les bronchites aiguës. La cause prédominante des bronchites aiguës est le tabagisme. Plusieurs bactéries peuvent aussi être à l'origine des bronchites. Il s'avère que certains nombres de métiers sont fortement susceptibles d'une exposition des bronchites. Il s'agit entre autres des industries textiles, des usines de transformation des végétaux, la fabrication des papiers de cigarettes, les engrais, l'inhalation des farines dans les boulangeries. Les bronchites aiguës sont des inflammations des bronches ou des bronchioles d'origine infectieuse, le plus souvent virale, rarement bactérienne. Elle est responsable d'une desquamation de l'épithélium, d'un édème du chorion, d'une vasodilatation et d'une hypersécrétion du mucus. L'étiologie, les causes des différentes causes. L'étiologie majoritairement retrouvée est virale. Les virus les plus fréquemment responsables sont ceux infectant les voies aériennes supérieures, tels que les virus, les myxovirus, influenza A, B, C, ou virus de la grippe. Les myxovirus para-influenza, les coronavirus, les rhinovirus et les virus respiratoires syncytiales. Les bactéries peuvent être aussi à l'origine des bronchites. Parmi ces bactéries, on peut citer les Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae et Bordetella pertussis. Les surinfections bactériennes par Streptococcus pneumoniae, l'Haemophilus influenzae et Staphylococcus aureus et par divers bacilles à gram négatifs sont également possibles. Rarement, les bronchites aiguës peuvent être d'origine inflammatoire, succédant par exemple à l'inhalation des vapeurs toxiques telles que les fumées, les vapeurs nitreuses, les vapeurs toxiques et puis les combustions de polymères synthétiques ou à la radiothérapie d'un cancer. Les signes cliniques. Il y aura une apparition successive de 3 phases. Une phase inflammatoire, une phase sèche et enfin une phase humide. Un état inflammatoire de l'oropharynx, rhinopharyngite, une phase sèche marquée par une toux quinteuse sèche, pénible avec une douleur sterno-rétrosternale, une fébricule à 38 degrés Celsius, des céphalées, des myalgies et des arthralgies. Une phase humide avec une spectoration séromuqueuse, des râles bronchiques prédominants aux bases pulmonaires. Comme diagnostic différentiel, la toux étant un symptôme commun, le diagnostic différentiel s'est fait avec une grippe, une otite aiguë moyenne, un écoulement nasal postérieur, une pneumonie. Qui parle de pneumonie parle de fièvre très élevée, une altération de l'état général, des douleurs thoraciques, une dyspnée et des crépitants à l'auscultation. Donc, ces différents signes permettent d'éliminer les diagnostics de pneumonie. Le traitement est très simple. Les patients à risque sont surtout les enfants, les vieilles personnes, les fumeurs, mais la sévérité est possible chez les petits enfants, c'est-à-dire les nouveau-nés. Pour pouvoir traiter les bronchites, il faut éviter le tabac, des produits comme l'aspirine, les paracétamol. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.